Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Vous vous demandez sûrement ce que je fais avec ces lunettes ridicules au bout de mon nez. En fait, c'est des lunettes à verre jaune qui permettent de pêcher très bien en infra vue dans des conditions sombres comme ici. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter ma technique de pêche en infra vue, parce que j'adore pêcher en info au grand fil. Vous me connaissez, je fais que ça, je suis un monomaniaque. Mais ce que je fais beaucoup, au-delà de la pêche au grand fil à l'indicateur, c'est de la pêche au grand fil en infra vue. Et c'est toute une méthode spécifique, minimaliste, qui demande beaucoup d'explications que je vais vous présenter maintenant, aujourd'hui, au bord de cette rivière. On va aller dans l'eau, on va prendre des poissons, on va tester les nymphes. En fait, c'est la méthode jumelle de la pêche en nymphe au grand fil, mais adaptée à la pêche en nymphe à vue. Donc il y aura plusieurs parties dans cette vidéo. Il y aura vraiment une première partie où je vous présenterai en fait le matos. Donc vous voyez ici que j'ai ma canne avec mon moulin, ma 11 pieds SWAT 3 pour pêcher cette pêche en nymphe à vue en proxy. Donc c'est une méthode que j'ai baptisée la pêche en nymphe à vue en proxy parce qu'elle n'existait pas. Et c'est une méthode qui se concentre dans les 10 mètres autour de vous. Une première partie sur le matériel pour bien vous expliquer avec quoi je vais au bord de l'eau. Alors c'est toujours pareil, il y en a très peu du matériel, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce matos dans cette première partie. Il y aura ensuite une autre partie sur le lancer, parce que c'est capital le lancer, et en fait c'est une méthode qui n'est pas du tout académique, donc il y aura deux styles de lancer que je vous expliquerai dans cette méthode. Et il y aura bien sûr le lancer à l'arbalète, mais il y a aussi le lancer en proxy que je vais vous expliquer dans la partie sur les lancers. Et il y aura ensuite une troisième partie très importante sur la sélection de mouches utilisée. Parce que vous voyez là, je me suis fait ma super petite boîte journalière Taki avec une belle grosse sélection de nymphes pour cette rivière, pour aujourd'hui, la fameuse boîte journalière qui va bien sur cette rivière. Et ce qui est vraiment important, là où je peux vous aider, vous apporter du levier, c'est vous dire, bordel, mais pourquoi tu as mis un petit gamard à cet endroit et pourquoi tu as mis une céramique pour pêcher ce poisson en infra vue et pourquoi une orange spot et pourquoi une micro pheasant tail noir. Donc ça, c'est très important et c'est le cœur de ce que je veux faire, vous présenter la collection de nymphes Nymph Evolution qui est en action en pêche en infra vue. Et vous verrez par vous-même qu'en fait ça se chevauche avec la pêche en nymphe au grand fil. Si vous avez compris plein de choses sur la pêche en nymphe au grand fil, sur vos lestages, les modèles, c'est très proche. Sur la pêche en nymphe à vue, on a juste rajouté des gamards et puis quelques petites saloperies légères comme des petites nymphes crème que je vais vous présenter et des nymphes de mai aussi parce qu'on est à la mi-mai, donc c'est une période où on peut vraiment pêcher à vue en nymphes de mai. Bref, on fera toute une période pour expliquer pourquoi cette sélection elle est pile poil pour cette rivière. Et vous m'avez compris, si vous allez pêcher en Slovénie ou au Canada en nymphe à vue ou au Colorado ou en Islande en nymphe à vue, ce ne sera pas du tout les mêmes nymphes parce qu'il faudra adapter les lestages. Donc trois parties, on a dit il y aura le matériel, le lancer, les nymphes et on finira sur une partie où on ira ensemble dans l'eau, voir tous les spots et vraiment vous expliquer comment je répète ce que je vous ai appris pendant des années, cette chose de lestage, approche, dérive. En fait, c'est la même chose que pour la pêche en info grand fil. Dans la pêche à vue, vous devez verrouiller des piliers, déjà avoir le bon lestage de nymphe et les bons modèles. Ça, c'est ce que je vous donne avec Nymph Evolution. Mais après, quelle approche vous allez faire et quelle dérive vous allez faire. Si vous respectez ces trois piliers-là, n'importe où sur Terre, en général, ça marche. Ça marche dans toutes les méthodes. Ça marche aussi en sèche, au toc, à je ne sais quelle méthode. Et ça, beaucoup d'entre vous l'ont compris. Mais dans la pêche en nymphe à vue, c'est quand même plus subtil parce que là, on regarde le poisson, son comportement, à quel moment il faut ferrer. Là, il n'y a vraiment rien pour se cacher. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la pêche en nymphe à vue, c'est qu'on ne peut pas se cacher derrière son indicateur et on est en contact direct avec le poisson. Et d'autant plus dans cette méthode proxy où je suis vraiment au corps à corps, puisque moi, je ne vais pêcher que les 10 mètres autour de moi. Avant de rentrer sur la partie à propos du matériel, j'aimerais vous parler de cette méthode de pêche en nymphe sans soie une fois de plus, qui fait saigner beaucoup de puristes, et vous expliquer pourquoi je ne veux encore pas de soie dans mon moulinet pour pratiquer cette pêche en nymphe. À la base, comme j'ai réussi à transformer toute ma pêche en nymphe au fil à l'indicateur sans soie et sans indicateur compliqué, je n'allais pas continuer et retourner avec une soie pour faire ma nymphe à vue. Et je me suis rendu compte à travers tous mes voyages dans le monde et en discutant avec des grands nympheurs qu'en fait en France particulièrement,
on voit la pêche en nymphe à vue comme une pêche de gravière, où on rentre dans l'eau, où on a de la place derrière soi pour fouetter, où on peut allonger, aller attaquer un poisson à 20 mètres, à 15 mètres. Voilà, c'est la surenchère du lancer une fois de plus. Mais moi, la nuance, c'est que je ne vois pas le lancer dans la pêche à la mouche comme l'élément qui fait tout. En fait, pour moi, le lancer dans la pêche à la mouche et encore plus dans la pêche en nymphe n'est qu'une seule composante parmi des centaines de composantes. Et j'ai pas cette vanité du lanceur. En fait, moi, vous voyez que je suis détaché de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre du poisson avec mes nymphes, avec le matos le plus technique possible, et ça va vers les cannes à mouche. Je sais qu'on aimerait me placer dans une catégorie, moi ça ne me dérange pas, vous savez, j'ai pas peur du ridicule, j'essaye de voir les choses de manière efficace. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre beaucoup de poissons en étant le plus léger sur moi possible. Donc vous voyez, là je suis en mode ninja, tout noir, avec juste les très bonnes lunettes, on en parlera, la très bonne gamme de nymphes, une bobine de 10 centièmes, mon moulin, ma canne, et basta. Et là, c'est vraiment la pêche en nymphe réduite à son plus simple essentiel. Et là, il n'y a pas de triche. Parce que j'ai pas d'adjuvant pour tricher, j'ai pas d'indicateur, j'ai rien. Et l'autre chose, c'est que avec la connaissance de la biologie que j'ai acquérie toutes ces années, en réalité, les truites, elles se tiennent toujours plus ou moins dans un rayon de 10 mètres autour de vous. Donc je me suis dit, pourquoi utiliser une soie? Je préfère aller à la rencontre des truites et pêcher plutôt des rivières de talus comme ça. Parce que ce genre de rivière de talus, en fait, ça représente la majorité des rivières à pêcher sur terre. Donc on a l'image de la pêche en nymphe à vue sur le Doubs, sur la Loue, sur la Sorgue, mais tout le monde n'habite pas dans un endroit où vous pouvez aller faire une pêche de gravière en nymphe à vue et rentrer dans l'eau en wading. Il y a des millions de kilomètres de rivières qui se pêchent comme ça, du bord à l'arbalète, avec des petits coups techniques, tout ça dans un rayon de 10 mètres autour de soi. Donc moi j'aimerais bien populariser ça, et pas rester dans un truc sectaire de ouais, ok, t'es à Ornans, t'es à l'Isle-sur-la-Sorgue, t'es à Goumois, t'es à Champagnole, c'est super, c'est une pêche de gravière, elle est magnifique, c'est vraiment la plus belle des pêches à la mouche, la pêche en nymphe à vue à Fouettant, mais il y a des tonnes d'alternatives dans la pêche en nymphe pour toutes ces magnifiques rivières que j'appelle les rivières de talus, qui peuvent aussi se pêcher en nymphe à vue, qui est un très bon complément à la pêche en nymphe au fil à l'indicateur. Donc, la finalité de tout ça, c'est que j'aimerais vous dire que dans la pêche à la mouche, c'est comme dans la vie. C'est pas noir ou blanc, tu es un puriste, tu as une soie, tu n'as pas de soie, on s'en fout. C'est un monde de nuances et il y a toute une série de nuances qu'on peut approcher, dans laquelle on peut se faire plaisir. Et comme je le répète dans la dernière vidéo, il n'y a pas de mauvaise méthode, il n'y a que des mauvais pêcheurs. Donc moi, je vais vous emmener dans mon monde avec ma méthode en proxy, vous voyez, avec vraiment le minimum. Donc j'ai que du nylon dans les anneaux. Et puis, on va aller au corps à corps avec les truites, les ombres. On va aller voir ça de près, comment ça se passe avec cette fameuse méthode en proxy que je n'ai pas inventée tout seul. J'ai vu des grands champions pratiquer cette méthode, notamment Cédric Nolin, mais eux la pratiquaient avec la soie dans les anneaux. Et moi, comme d'habitude, j'ai fait tomber la soie pour plus de minimalisme. Et là, je vous le répète, regardez-moi, je suis en mode ninja, t-shirt noir, casquette noire, bonne lunette polarisante, très bonne gamme de mouches, très bonne canne, du bon nylon. Après, je pourrais pousser le vice et m'habiller en militaire pour aller pêcher en nymphe à vue. J'en suis pas encore à ce point-là. Je ne suis pas encore taré au point de m'habiller en militaire pour aller pêcher en nymphe à vue. Cela dit, ça ferait la différence. Et ceux qui le font ont raison. Mais moi, je suis allé voir mon psychologue la semaine dernière. Je ne suis encore pas taré au point de mettre les habits de militaire pour pêcher en nymphe à vue. J'y viendrai peut-être. Donc voilà, sur type de pêche, sans soie, soyez décontractés, n'ayez pas peur. Regardez, on va enlever la soie du moulinet. Et non, vous ne pourrez pas placer ça dans la case de pêche au toc. C'est pas de la pêche en sèche, c'est sûr. C'est peut-être pas de la pêche à la mouche. En attendant, c'est de la pure pêche en nymphe. Parce que quand je vous montre cette sélection de nymphes faite avec amour, qui sont des produits exceptionnels, notamment les gamarres, je peux vous dire que ça, c'est vraiment de la pêche en nymphe avec des lettres de noblesse, peu importe que le lancer soit avec ou sans soie. Donc, on va maintenant passer à la première partie qui est à propos du matériel que j'utilise pour cette pêche en nymphe à vue en proxy. Pour ce qui est du matériel utilisé pour cette pêche en nymphe à vue en proxy, on va déjà commencer par le bonhomme, le gaillard, le pêcheur. Qu'est-ce que moi j'emmène dans cette pêche randonnée minimaliste? Alors, si on commence par la tête, une casquette,
C'est important une casquette parce que vous allez être concentré que sur le visuel du poisson. Donc l'avant de la casquette vous empêche déjà pas mal de rayons parasites qui vont vous baiser votre vision. Le but du jeu, c'est d'optimiser la vision quand on pêche en infavue parce que tout se fait sur la vision du poisson. Ça, c'est extrêmement important. Donc déjà, une casquette, ça vous évite des rayons parasites. Après, les lunettes polarisantes, parlons-en. C'est un très très gros sujet qui est comme d'habitude rempli de marketing. Quand il y a des sujets comme ça sulfureux où il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus ce qui se passe, ça veut dire que c'est rempli de marketing et il faut quand même revenir aux bases. Donc mon point de vue sur les polarisantes, en fait je suis allé me le forger en allant voir un opticien. Parce que dans la pêche à la mouche ou dans la pêche en général, c'est des gens qui ne sont pas forts en optique. Et en fait, un opticien il m'a dit ce que je te conseille c'est quand la lumière est sombre de mettre des verres jaunes, donc clairs, et quand la lumière est très forte, que le soleil est très puissant, c'est plutôt de mettre des verres bruns. Alors, oui, il y a le photochromique, pour ceux qui connaissent, parce que je parle à des spécialistes, effectivement. Pourquoi je n'ai pas acheté des lunettes photochromiques alors qu'en fait, j'utilise 2 paires de lunettes. Là, aujourd'hui, je vais être plutôt dans le sombre, dans les bordures, donc je vais rester avec les verres jaunes. Sauf que moi, j'ai une correction, j'ai -2 à chaque œil. Et en fait, l'opticien, il m'a dit, le photochromique avec correction, déjà, je ne sais pas si ça existe, mais à un moment, il m'a dit, il ne faut pas non plus demander la lune à un verre. Et si tu as le budget, je te conseille plutôt d'acheter 2 paires de lunettes adaptées à la journée, donc vert foncé et vert clair, plutôt que d'aller sur des usines à gaz de lunettes photochromiques qui en fait l'efficacité n'est peut-être pas avérée parce que ça reste de l'optique, ce n'est pas des verres extraterrestres qui vont pouvoir tout faire. Donc mon choix il s'est arrêté sur 2 paires de lunettes, donc vous voyez ici avec ces ridicules verts jaunes, donc ça donne un aspect ridicule en milieu social parce qu'en fait tu as l'air d'un con, on voit tes yeux à travers les lunettes, ça fait vraiment plutôt lunettes de soudeur ou plutôt Johnny Depp dans Las Vegas Parano pour ceux qui l'ont vu. Mais comme d'habitude, moi ce qui m'intéresse c'est de prendre beaucoup de poissons au bord de l'eau. Donc que je paraisse ridicule devant des truites n'est pas un problème pour moi. Et peut-être dans la vidéo on va voir si on est dans des endroits très ensoleillés ou qu'on est sur une autre journée ensoleillée, parce que j'ai fait cette vidéo sur plusieurs jours, je redébarquerai peut-être avec les lunettes noires classiques pour le coup qui plaisent à tout le monde et là on n'est pas ridicule. Voilà pour ce qui est des polarisantes. Je vous conseille vraiment des polarisantes très galbées qui englobent beaucoup l'œil pour une fois de plus éviter les rayons parasites. Parce que si vous débarquez avec des Ray-Ban comme ça posés comme un mur devant vos yeux, il y a quand même beaucoup de rayons parasites. Alors c'est pas pour ça que vous n'allez pas voir une truite de 60 en train de nympher, mais ça peut aider d'avoir des lunettes un peu sportives, galbées comme ça, pour limiter les rayons parasites. Maintenant, le must du must, je vous l'avais déjà dit dans des anciennes vidéos, c'est les lunettes glaciers à la Jean-Paul Duss avec vraiment le cache qui vient jusque là sur les yeux. Là pour le coup on a vraiment l'air ridicule, mais c'est très efficace. Voilà, je ne vous raconte pas des lunettes glaciers avec les verres jaunes, là c'est Jean-Claude Duss rencontre Las Vegas Parano. Donc bref, ça c'est sur l'apparence, moi je vous parle des choses techniques qui vont vous permettre de prendre du poisson. Renseignez-vous, il y a plein d'opticiens maintenant qui font des prix plus abordables sur ces verres, il y a même des verres gris, tout ça. Je ne vais pas passer 10 ans sur les polarisantes dans la vidéo, mais pas de pêche en infavue sans polarisante. Vous pouvez commencer à petit budget avec des polarisantes du Décathlon, elles ne sont pas forcément mauvaises. Moi j'en ai acheté pour mon caméraman des polarisantes à 25 € au Décathlon pour qu'il voit les poissons. Elles ne sont pas mauvaises, vous pouvez commencer avec ça, puis après évoluer vers des modèles comme ça sportifs. Moi c'est des montures de marque Arnett avec des verres qui coûtent plus cher parce que vous allez dans des couleurs spéciales. Donc moi je suis plutôt à 200-300 € la paire de lunettes et encore c'est pas trop cher. Voir vos mutuelles, tout ça, je vous laisserai voir parce que là c'est pas la discussion. Donc on continue l'équipement du bonhomme. La casquette, les lunettes, les habits, comment dire, n'allez pas pêcher les truites en infavue avec des habits fluorescents Ça peut le faire si vous êtes planqué dans les talus, mais c'est toujours mieux d'optimiser. Autant en infophile, dans les courants, les poissons ne vous voient quasiment pas. Ils vont plus entendre vos bruits de bottes et de waders. Autant en infavue, ça déconne quand même pas parce que les truites, qu'elles soient fario ou arc-en-ciel, sont des poissons très intelligents. Donc essayez vraiment d'être en mode discret, sobre. Moi j'aime bien le mode ninja, tout noir, sans problème. Voilà, ninja, comme on dit dans un certain film. Je trouve que c'est bon compromis, tout noir. Voilà, un pauvre t-shirt tout simple noir, une casquette toute noire avec pas de logo, pas de truc réfléchissant. Sobriété, efficacité, on va dire. Voilà pour le matos du bonhomme.
Donc maintenant je pêche en infavue. À l'époque je prenais les gros waders comme en infophile, mais j'ai arrêté parce que dans la pêche en infavue, il n'y a pas forcément besoin d'aller wader jusqu'au nombril pour aller foutre le bordel dans l'eau. L'idée elle est plutôt dans la discrétion et juste l'approche. Donc le pantalon de pêche il est très bien, très court, vous transpirez moins. Et puis comme on galope en pêche en infavue, il y a toujours un endroit où on peut traverser la rivière sans en avoir jusqu'au nombril. Moi je me suis vraiment libéré avec mon pantalon où je mets ma boîte journalière, mon coupe-fil, mon nylon. Et puis basta, fin de l'histoire. J'ai 4 éléments pour aller pêcher en infavue. Et c'est un gros kiff parce que je suis vraiment réduit au minimum. Et là, quand vous pognez une grosse truite comme ça avec 200 grammes de matos une fois de plus, là vous vous sentez en respect face à la rivière au lieu de vous cacher derrière des indicateurs, des fils bicolores, des patates, des graisses, je ne sais quel artifice qui en fait vous éloigne de la rivière, quoi. Donc on a fait le tour du bonhomme. La boîte de nymphes que j'emmène avec moi, on va en parler très en détail après, mais je prends les taquis qui rentrent dans ma poche en fait, donc les taquis style journalière, hop, comme ça j'ai ça dans ma poche étanche. Et puis toujours pareil, vu que je refais ma sélection à la journée, donc vous voyez je me suis mis une belle peau de truite zébrée, parce que pêche en infavue ça se fait bien aussi sur les truites zébrées, qu'elles soient du sud de la France ou du nord-est. Et du coup on va en parler après. Mais alors là j'ai presque même exagéré, j'ai même pas calculé. 2, 4, 5, 10 fois 8, si je dis pas de conneries, j'ai 80 nymphes, c'est énorme. Franchement, je l'ai presque fait pour le marketing, pour la vidéo. Si j'avais eu 30 nymphes, c'est suffisant. Mais maintenant, ça fait une boîte bien gaulée, bien aérée. On parlera des nymphes après en détail, mais c'est pour vous dire que globalement, il faut qu'elles soient aérées, vos nymphes. Ne les collez pas, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'aime pas avoir les nymphes collées comme ça les unes à côté des autres, ça m'emmerde royalement, t'en fais tomber une sur deux. Et puis c'est pareil, avec une quinzaine de modèles de nymphes en une journée, mon pote, si tu n'as pas trouvé ce que les poissons y mangent après 15 mouches, je vais dire que ça sert plus trop à grand chose d'aller pêcher parce qu'après c'est vraiment de la branlette entre guillemets. Donc une sélection équilibrée qu'on verra après. Petite boîte slim qui rentre dans la poche, voilà, minimaliste. Pas besoin de boîte étanche parce qu'elle est dans ma poche étanche. Puis de toute manière, je vous le répète, je change ma sélection tous les soirs. Là, on va aller pêcher tout à l'heure, on va faire des rushs de pêche avec cette boîte. Peut-être je vais la re-remplir ce soir. Donc ça, on en parlera après. Voilà. Vous pouvez même prendre un petit patch ou vraiment rien. Franchement, en infavue, c'est toujours pareil. Hein. Faisez une taille céramique gamard, au pire des cas, un streamer pour en décider une grosse. Quelques gros boulets, de la nymphe de mai quand c'est la nymphe de mai. Et puis les gars, après, j'ai envie de dire, l'estage approche des rives, quoi, comme d'habitude. Donc minimaliste, mais bien foutu. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a dans ses poches, le Stan? Il a quoi comme matos? Il a sa petite bobine de nylon. Je vais venir après sur mon corps de ligne et mon bas de ligne. Mais donc en pointe, en général, quand on est en France à l'étiage comme ça, au mois de mai-juin, que c'est des poissons pas énormes, bah, je reste en 10 centièmes en fait. Parce que les truites sont devenues éduquées. Donc là, j'ai pris le Stroft. Mais franchement, les derniers temps, en fait, je suis en plein test de nylon. Donc j'ai aussi du Frogger, du Decathlon, du Falcon, du Trout Hunter, du Sensas, du Rameau. Je suis en plein test de nylon et en fait je suis en train de me rendre compte d'un truc parce que je les ai tous testés à la main. C'est que, pardonnez-moi l'expression, mais on se pignole beaucoup sur les marques de nylon. Et je pense qu'il faudrait déjà penser à faire des bons nœuds, à avoir un grand bas de ligne bien élastique en nylon avant de réfléchir à quel 10 centième je vais utiliser parce que franchement, ça joue aussi beaucoup sur l'élasticité de votre bas de ligne. Il y a des grands nympheurs qui sont spécialistes pour ça, pour les bas de ligne élastiques. Moi, c'est pas trop ma spécialité, mais c'est clair et net qu'un bas de ligne élastique, ça aide à vraiment pas casser de poisson. Donc moi, je le fais à l'extrême parce qu'en fait, j'ai plus que du nylon, donc je suis plus élastique que l'élastique. Et en fait, j'ai beaucoup moins de casse parce que en action de pêche, j'ai à peu près 8-10 mètres de nylon. J'ai même plus une soie qui fait un gros truc. Donc en fait, tous les bas de ligne standards qui sont soi-disant élastiques avec des queues de drap, avec une pointe en 45 centièmes, avec des nœuds, des machins, tout un merdier que je ne supporte pas, bah en fait moi j'ai que du nylon en 16 centièmes dans les anneaux. Donc fin de l'histoire, méga élasticité, tu peux pas faire plus élastique parce que là, comparé à des soies qui font 3 mm d'épaisseur et des bas de ligne avec des maxima en 45 centièmes, bah, je te raconte pas le nylon dans les anneaux, il n'y a pas plus élastique, c'est impossible de faire plus élastique. En plus, une 11 pieds, grande canne bien souple, donc encore plus élastique.
Donc cette pêche sans soie, vous voyez déjà les gros avantages qu'elle fait apparaître quand vous avez décidé de faire tomber la soie et de sortir en fait des schémas établis par la doxa de la pêche à la mouche. Donc on a fait le tour du matos à peu près. Ben oui, j'ai pas beaucoup de matos, il n'y a pas grand chose. Les nymphes, on va y aller en détail après. Maintenant, ce que vous voulez tous savoir sur le matos, c'est quelle canne j'utilise. Parce que dans la pêche à la mouche, il n'y a que le lancer et la canne qui comptent en fait, qui occupent 95% des discussions. Le reste, le lestage des nymphes, le coloris des nymphes, l'approche, le type de lancer, tout ça en fait on s'en fiche. Donc je pêche avec exactement la même gaule que vous connaissez pour ma pêche en nymphe au grand fil à l'indicateur. Là 11 pieds soit 3, nymphe évolution. Donc blanc non verni. Avantage pour la pêche en nymphe à vue en proxy. Vous êtes à proximité, des fois il y a des truites sous votre canne. Des fois en pêche en nymphe à vue, la truite elle est dans vos pieds parce qu'elle est en train de manger des gamarres dans la berge. Donc elle est presque en dessous de vous. Donc n'importe quelle canne est trop longue. Donc un blanc non verni, c'est toujours mieux, ça n'envoie pas de reflet. Et puis le truc, ça apporte encore plus de sensibilité. Parce que là, pour le coup, si déjà la pêche en nymphe au grand fil à l'indicateur avec des nymphes d'environ 0,1 g, on était dans les pêches les plus sensibles du monde, là, je ne vous raconte pas qu'avec un gamard de 0,02 g, vous êtes au summum de la sensibilité. Là, je vous garantis à 300% sur la planète Terre et dans l'univers, vous ne pouvez pas faire plus fin comme pêche. Avec du 10 centième et un gamard qui fait 0,02 g, là, même si je pêche sans soie, on parle vraiment de pêche ultra fine. Donc du coup, il faut quand même avoir les cales les plus légères. 11 pieds soit 3, c'est bien quand vous ne pêchez pas des trophées. Ce qui va se passer dans cette vidéo, je suis sur une rivière où il n'y a pas des trophées. C'est de la belle pêche en nymphe à vue avec des poissons qui font en moyenne 30-40 cm, ce qui est joli. Soit 3, ça va. Donc en fait, moi j'appelle ça puissance 3 maintenant. Maintenant, j'ai une autre alternative. Il y a un mois, quand il y avait le gros rush de nymphes de mai, que j'allais pêcher vraiment les grosses truites qui sortent en nymphes de mai, je me suis fait une 11 pieds puissance 7. Donc la même chose que ça en puissance 7. Parce que si vous allez pogner des truites qui font 2-3 kg, qui font 60-65 avec une 11 pieds soit 3, en routine, elle va plier jusqu'au trognon et c'est pas du tout adapté. Une 11 pieds soit 3, c'est fait pour prendre en routine des salmonidés pas ultra puissants, des ombres et des truites faréo français classiques qui font entre 30 et 40. Un poisson de 45, ça passe. 50, ça passe. Après, sur des trophées, allez pas vous amuser avec une 11 pieds soit 3. Si vous avez la chance de pêcher des endroits où il y a des trophées, ou que vous allez en Islande ou en Nouvelle-Zélande pêcher des trophées avec cette méthode, ne restez pas en soit 3. Ça sert à rien. Votre canne, elle va plier jusqu'au trognon et ça servira à rien, vous n'aurez aucune puissance. Donc voilà, même si j'ai plus de soie dans les anneaux, la puissance de la canne est quand même importante. Et sur une petite rivière classique comme ça, avec des poissons taille moyenne 30, avec ma 11 pieds soit 3, je suis parfait. Donc ça fait vraiment un super fleuret. Et en plus, vu que je la pêche en nymphe au fil à l'indicateur, je la connais par cœur. Donc minimalisme, voilà, désolé pour les vendeurs de cannes, mais pas besoin d'avoir un fagot de canne. Hein. Moi j'ai 3-4 cannes au final. Et puis je vous donne un petit avant-goût, je pense que je vais même pêcher en 12 pieds la saison prochaine. Donc comme le dit Michel Audiard, vous savez bien, les vrais cons, c'est à ça qu'on les reconnaît, ils sont capables de tout oser. Et ben moi j'ose, je suis un vrai con, et l'année prochaine je vais pêcher je pense avec une 12 pieds, parce que ces nouveaux blancs qui sont tellement légers, putain, je ne sais pas si vous voyez, mais l'épaisseur du truc, la gaule elle fait 11 pieds soit 3, elle pèse 96 grammes quoi. C'est mode 2022 quoi, c'est pas les cannes des années 91 quoi. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en 12 pieds, j'aurai une gaule qui pèse 100 grammes et je vais encore gagner de la longueur. Bon, il y a pas mal de puristes qui vont saigner des deux oreilles quand ils vont m'entendre que je pêche en 12 pieds, mais c'est pas grave. Moi, je continue dans ma méthode avec plaisir. Donc la gaule, pour une journée classique sur une rivière française de talus classique, hein, vous allez trouver une rivière comme ça dans les Cévennes, dans le Lot-et-Garonne, dans le Doubs, dans les Vosges, en Alsace, en Normandie. Voilà, vous pouvez piocher n'importe où en France. On est un pays qui est irrigué de milliers de rivières. Il y a plein de rivières de talus comme ça qui se pêchent sans problème avec la méthode là, avec une 11 pieds soit 3. Poignée carbone, toujours pareil, un peu moins importante dans la pêche à vue parce qu'on n'est pas, pêche à vue, on n'est pas sur des dérives étalées où vous allez sentir ting-ting au ressenti, au radar, quoi, avec l'indicateur. Pêche à vue, c'est tout dans la vision. Ce qui va déclencher votre ferrage, c'est la vision. Donc, poignée carbone, pas forcément obligatoire, mais vu que c'est mon arme de choix pour toutes mes pêches au fil, je garde la poignée carbone. Pommeau de combat, j'ai oublié. Et je vous montre d'ailleurs
le petit détail, voilà, petit talon d'infévolution. Le pommeau de combat, en fait, c'est une vue de l'esprit, en fait. J'ai complètement arrêté. Je sais pas pourquoi j'avais mis des pommeaux de combat sur mes cannes à gros poissons. J'ai encore réfléchi par mimétisme, donc je ferai plus de cannes personnellement avec des pommeaux de combat et surtout pas sur des puissances de 3, sur des petites cannes comme ça. Maintenant, le moulinet et la ligne. Alors attention, là on s'approche du sujet qui fait mal, à savoir, il a mis du nylon dans ses anneaux. Moulinet, toujours la même histoire pour moi, sur des poissons de taille moyenne comme ici, juste une réserve de fil. Je me fiche totalement du frein ou je sais pas quoi, voire même c'est un plus gros challenge quand il n'y a pas de frein, vous vous amusez, voilà, moi j'aime bien le challenge. Donc toujours le même petit Redington 0 que j'ai customisé. Là je me suis fait un autocollant la semaine dernière, bien joli, avec une jolie petite truite. Donc mon moulinet ne s'appelle pas un moulinet, pour moi ça s'appelle une réserve de fil. Maintenant ce qui est ultra important, c'est vraiment un changement que j'ai apporté cette année. Comme je pêchais qu'avec du nylon pendant des années avec ma soie en dessous et que ma soie ne me servait plus, bah, je me suis rendu compte des fois que putain mon nylon il s'en mêlait dans ma soie. Donc certes j'ai fait dégager la soie, mais j'avais utilisé un backing à la place de la soie. Et en fait, je mettais juste une certaine longueur de nylon sur ce backing qui est quand même épais. Parce que je crois, si je dis pas de conneries, c'est du nanocorde qui fait 0,5 mm. Et en fait, ce nanocorde ne procure pas un coussin suffisamment plat pour enrouler tout ce nylon très fin qu'on utilise dans la pêche en infavue. Donc en fait, cette année, j'ai switché et vous voyez, donc j'ai une hauteur de backing pour garnir, pour remplir la masse perdue du moulinet. Et je fais en fait avec 200 mètres de 20 centièmes un grand coussin de nylon qui me permet d'asseoir parfaitement mon nylon pour toutes les pêches. Donc maintenant en fait j'ai un super coussin de nylon qui est plat, qui est très très fin et qui me permet d'asseoir bien mon nylon. Parce que comme vous savez, en pêche en inf au grand fil, mon indicateur il fait 0,18. Mais si vous faites un coussin avec du backing qui fait 0,5 ou quoi, des fois ça se met dans les interstices et c'est la merde. Alors que là, j'ai une réserve infinie. En fait, il n'y a même plus de backing. Je suis en nylon tout du long. Et c'est ça qui est sympa. Ça vous fait une très bonne repose pour le nylon qui va se répartir parfaitement ici. Maintenant, on va aller parler du plus important, le bas de ligne que je vais utiliser pour pratiquer cette méthode. Pour ce qui est du bas de ligne version 2022 que j'utilise dans cette pêche en infavue en proxy. Donc, le backing, comme vous voyez, il est quasiment inexistant. Je garnis avec 200 mètres de nylon 20 centièmes pour avoir à peu près le même diamètre que mes nylons que je vais utiliser. Et en fait, après, je vais aller pêcher en infavue simplement avec, je vais mettre à peu près 2 ou 3 cannes, je m'en fiche, de longueur de canne de 16 centièmes, ce qui fait en fait ma pré-pointe. Et je vais toujours utiliser une longueur de canne de pointe. Mais cette longueur de canne de pointe, je vais vous montrer par la suite, il faut que quand je suis en balade entre deux spots, ma 11 pieds soit avec le nylon tendu comme on voit là, pour être prêt à arbaléter. Ça c'est vachement important. Donc je répète, 200 mètres de 20 centièmes, 2 ou 3 longueurs de canne de 16 centièmes, donc une énorme pré-pointe. Une énorme pré-pointe qui fait à peu près, on s'en fout, 10-20 mètres, on s'en fout parce que c'est pareil. Mais le but du jeu, c'est que j'ai que du 16 centièmes dans les anneaux et une énorme pointe de une canne d'à peu près 3 mètres de long. Mais il faut que mon nœud de raccord de ma pointe soit sorti de l'anneau terminal. Et ça, c'est super important parce que je veux aucun nœud qui me fasse chier pour lancer ma nymphe. Et le gros avantage de cette méthode en proxy, c'est que vous pouvez dégainer comme Lucky Luke. Alors que dans les pêches classiques avec la soie et le bas de ligne, mais tu te fais chier à sortir le bordel pendant 1 minute et moi ça me rend dingo. Alors chacun ses problèmes, mais moi quand je voyais un poisson en infavue, quand je pêchais à l'époque, le temps de sortir le merdier et tout machin, non, ça c'est de la merde. La plupart des truites, elles t'arrivent dessus, elles sont à 2 mètres de toi, et il faut que ça dégaine, mais vraiment dans la seconde, quoi. Donc vous avez votre nymphe bien sur le porte-nymphe et vous êtes prêt, paf, paf, pif, paf. Faut que, franchement, vous ferez beaucoup plus de truites si en 4 secondes vous êtes prêt à dégainer, plutôt que de sortir tout un merdier pour l'amour d'avoir une soie une fois de plus, quoi.
quand tu vois un poisson installé sur une gravière, je dis pas une truite qui bouffe, qui est sur une gravière à 15 mètres, tu sors ta soie, tranquillou, tu fumes une clope, fine, enfin ok, c'est bien. Mais dans les vraies pêches de talus, dans les vraies pêches au corps à corps, quand les truites sont en patrouille sur les bordures, papa, faut que ça dégaine tout de suite, quoi. Moi, le nombre de poissons que j'ai fait, mais même pas dans la minute, mais franchement, sans mentir, en 20 secondes, c'était plié, quoi. La truite, elle arrive, elle est en maraude sur ta bordure, tu as une lucarne, paf, paf. Et c'est ça de l'importance que je vous parle de la pêche en infra, en proxy. Ne restez pas bloqué sur cette histoire d'avoir du nylon dans les anneaux. Voyez tout ce que ça vous permet d'aller prospecter. C'est un truc de dingue. Vous pouvez vous enfiler des kilomètres de rivière avec des tonnes de spots. Là, je me retourne, je vois une truite, j'arbalète direct. Alors que le temps de sortir la soie et tout, moi, c'est ça qui m'emmerdait vraiment dans cette pêche en infra vue à distance. Putain, le temps que tu sortes ta soie. Et pire des cas, je vais même aller plus loin. Ouais, mais Stan, tu peux pêcher à l'arbalète avec la soie dans les anneaux, il n'y a pas de problème. Ah ouais, bah putain, ça fait un sacré ventre. Parce que quand tu as une énorme truite qui passe à 4 mètres de toi avec ta arbalète avec la soie dans les anneaux, bah putain, entre les queues de rat, les nœuds, les machins, le bad link qui n'est pas sorti et compagnie, moi personnellement, ça me faisait grave chier. Donc maintenant, en fait, c'est un truc de dingue. Tenez-vous bien, j'ai qu'un seul nœud qui est en pêche. C'est un truc de fou. Mon raccord entre ma pré-pointe et ma pointe. Et là, je suis en mode mais pur. Pour moi, c'est la plus pure des pêches en nymphe. Vous n'avez pas 1 million de nœuds qui vous font chier et en plus qui risquent de péter. Parce que le problème des bad lignes à nœuds, bah, ça porte bien son nom, c'est que c'est rempli de nœuds. Et quand tu es en pêche avec 18 nœuds sur ta ligne, moi je suis pas serein. Personnellement, et c'est déjà arrivé à tout le monde de péter une truite. Ah ouais, mon raccord entre mon maxima 40 et 35 centièmes, il a pété, mais on s'en fout, c'est de la merde. Enfin, je respecte cette pêche, elle est belle, mais putain, si tu t'attardes parce que ton baling à nœud il a pété, à la limite, tu utilises des balines queue de rat sans nœud, quoi. Enfin, moi, personnellement, je suis en grosse panique quand je pêche avec des balines à nœud. Donc, j'ai simplifié tout le merdier. Et pour en revenir au style de pêche, quand je vais pêcher les poissons trophées énormes qui nécessitent du gros nylon, bah, je reste sur mon 20 centièmes que j'ai là. Par exemple, grosse truite en nymphe de mai ou pêche du barbeau en nymphe, parce que je pêche aussi beaucoup, bah, en fait, je suis d'un seul tenant. Alors là c'est un truc de fou, parce que c'est exceptionnel. Là, c'est encore plus pur que pur. Parce que je suis, quand je pêche le barbeau ou les grosses truites, là, il y a un mois, je pêchais les grosses truites sur les talus en nymphe de mai à vue. J'avais une nymphe de mai avec 200 mètres de 20 centièmes en pêchant en nymphe à vue. Un seul tenant. Tu ne peux pas faire plus pur, ta ligne, elle n'a aucun nœud, elle n'a rien. Alors là, je peux te dire, tu pètes quasiment jamais, parce qu'avec une canne élastique comme ça, avec que du 20 centièmes et une nymphe, bah là, tu es au top de la solidité et de l'élasticité. Même histoire pour les barbeaux. Quand je pêche les barbeaux, je mets un gros boulet, une grosse céramique, et je suis d'un seul tenant en 20 centièmes. Comme ça, vous comprenez l'utilisation de mes nylons. Donc mon énorme corps de ligne, donc 200 mètres de 20 centièmes, avec cette fameuse pré-pointe en 16 centièmes, donc à peu près 2-3 cannes. Mais en fait, on s'en fout de la longueur de la pré-pointe. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, parce que c'est pareil, j'ai des énormes questions sur la pêche en info au fil à l'indicateur bicolore. En fait, moi je préconise 8 mètres, mais tu peux mettre 100 mètres. On s'en fout de la longueur, cette longueur. L'important, c'est que tu n'aies pas de soie dans les anneaux. Donc j'insiste là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, mais je fais ça pour vous aider. Si tu as 2 mètres de bicolore, tu as une galère de nœuds dans les anneaux quand tu pêches au fil à l'indicateur, c'est la merde. Quand tu as 8 mètres de bicolore, tu as du nylon partout, tu as zéro question. Tu te concentres sur les stages, approche, dérive. Il y a des tonnes de gens, et c'est dommage, qui ont du mal à comprendre ça. Ils veulent inventer des trucs alambiqués et compagnie. Putain, passez pas 40 ans à vous poser des questions sur votre badling ou votre lancer. Franchement, c'est dommage, quoi. Vous passez vraiment à côté de votre pêche en nymphe si au bout de 10 ans, vous vous questionnez toujours sur votre badling ou votre soie ou je sais pas quoi. Putain, les gars, il y a 1 million de paramètres à penser, quoi. Il y a la gamme de mouches, comment tu vas approcher, est-ce que ta nymphe elle dérive, est-ce que tu fais des micro-dragages, est-ce que la truite elle t'a vu, est-ce que tu approches à genoux, est-ce que dans quel sens tu l'approches, est-ce que tu as la lumière derrière toi, est-ce que les truites sont de sortie, est-ce qu'il n'y en a pas une qui arrive par là, est-ce que je ne vais pas me mettre dans la racine, est-ce que en fait c'est pas plutôt des gamards verts que des gamards bruns. Ça me rend dingue ce truc de parler que des soies, du lancer et de la canne. Moi enfin, après des années à faire des vidéos, ça me rend dingue qu'en fait, la vidéo moyenne, le mec, il va te parler que de son lancer et de sa canne, quoi.
putain, c'est d'une vanité, ça me rend dingue. Donc bref, moi c'est pour ça que je pêche que au nylon. Donc ici, je n'ai que du 16 centièmes dans les anneaux dans une configuration classique. Donc c'est très fin, hein, du 16 centièmes. Et puis du coup, devinez ce que je fais au bout de mon 16 centièmes. Eh ben, je fais une butée. La butée que vous connaissez tous, que vous appréciez tant, bah même histoire, copier-coller. Donc je fais une butée sur mon 16 centièmes. Et après, je mets une très longue pointe. J'essaye de vous montrer toute la canne, mais j'y arrive pas. Attendez, j'ai un tic. Parce que vous savez que pour les pêcheurs, les tics, c'est problématique si vous chopez une maladie de Lyme. Donc, alors là, quand vous allez pêcher en infavule et talus, des tics, vous en aurez. Hein. Moi j'en ai déjà eu des dizaines. La maladie de Lyme, si je dois l'avoir, je l'aurai. Mais sachez qu'elle se déclenche aussi avec le stress, la maladie de Lyme. Donc, si vous êtes déstressé et que vous vous faites piquer par des tics, vous n'aurez pas de maladie de Lyme. Bref, passons, je ferme la parenthèse. Donc que du 16 centièmes, mais tellement simple. Là, la canne que vous voyez, j'ai à peu près 20 mètres de 16 centièmes qui fait mon corps de ligne, une petite butée, et je mets mon petit 10 centièmes du Stroff, du Frogger, du Decathlon, du Ramo, du Trout Hunter, du Garbolino, du tout ce que vous voulez, parce que de toute manière, c'est aussi tout ce que vous ferez autour de ce 10 centièmes qui fera votre réussite dans la pêche. Donc voilà, je crois que là, on a fait pas mal le tour pour le matériel. Je vais un peu étendre mes jambes parce qu'on y passe du temps. Et donc, du coup, je crois que je vous ai décrit tout le matos. Bah, c'est très pur, quoi. Que du nylon. Et puis après, on va aller au bord de l'eau, faire des belles arbalètes, des beaux lancers proxy. Je vais vous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, je crois que j'ai fait tout le tour du matos. Donc maintenant, on va passer au lancer dans la pêche en nymphe à vue, méthode proxy. Alors, amis pêcheurs à la mouche, je suis de retour avec ma petite sélection de nymphes, ma canne. On est au bord de la rivière, on est prêt à aller pêcher en nymphe à vue ou au proxy, mais il faut que vous compreniez les lancers que j'utilise. Donc, de 1, effectivement, le lancer arbalète. Attendez, j'essaie de démêler mon truc. Donc, que vous connaissez tous. Lancer arbalète que je vais utiliser, mais il y a quelque chose d'important qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a un deuxième lancer en fait qu'on utilise et qui est lié à la technologie des cannes en fait. Ça s'appelle le lancer en proxy, j'ai appelé ça comme ça, mais en fait c'est le même lancer que vous faites en pêche en infophile. L'idée c'est que votre canne en 2022, elle est tellement légère, tellement nerveuse que si vous pêchez dans un rayon de 10 mètres autour de vous avec 3 mètres de canne, bah hop, juste avec ce lancer en one shot, ça s'appelle un lancer en proxy, bah en fait vous pouvez éjecter des nymphes. Alors vous ne pouvez pas éjecter des sèches comme ça, c'est très différent. Il faut bien que vous compreniez qu'une nymphe en fait ça a de la densité. Une petite pheasant-tail comme j'ai ici avec une bière 5 tungstène, ça fait un ordre de poids qui est à peu près de 0,02 g, quelque chose comme ça, 0,05, bref. On est de l'ordre du dixième de milligramme à peu près. Une sèche, on est proche de 0. Avec une sèche, on ne peut pas faire un lancer en proxy comme ça. Alors que dans cette méthode de pêche à vue, même avec les plus petites nymphes, vous allez pouvoir les lancer proxy. Et donc je vais vous montrer ça en vidéo. Vous pouvez être sur des gravières et faire vos petits lancers proxy comme ça. Et c'est là où je vous dis qu'on ne peut pas catégoriser cette méthode dans la pêche au toc. Moi j'aimerais bien, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas du tout de la pêche au toc parce que si vous prenez une canne de pêche au toc classique, mais elle n'aura jamais cette nervosité et cette action mouche qui est essentielle pour des pêches fines comme ça en nymphe à vue. C'est extrêmement important parce que une canne comme celle-ci, qui est une canne à mouche qui est faite pour fouetter avec une action qui est dédiée au fouettage, elle me sert dans mon lancer proxy. Même si j'ai du nylon dans les anneaux, en fait par la force des choses, tellement la technologie est bien faite, tellement la canne est nerveuse et tellement une nymphe ça a une densité, ça a un poids qui est donc propulsé, et qu'on peut faire des lancers proxy comme ça. Donc je ne vous cache pas que j'ai vu un ou deux grands compétiteurs qui pêchaient ça en cachette dans leur coin. Et je me suis dit, putain, il n'est pas con le mec, c'est malin cette idée parce qu'en fait il se fait plus chier avec une soie, il pèse juste à 10 mètres autour de lui et après ça apporte plein d'avantages. Donc je vais y aller, je ne veux pas casser tout ce qui est à propos des soies et de la pêche à la mouche, mon idée n'est pas de détruire l'utilisation de la soie, mais une soie WF, je vais être sympa, ne serait-ce qu'une WF3 qui claque sur l'eau,
je pense que toutes les truites de France et de Navarre, elles connaissent ça maintenant. Alors que là, dans cette méthode, si vous êtes bien caché, avec juste du nylon 16 centièmes qui est posé sur l'eau, je crois que vous m'avez compris. Si vous pêchez des endroits compliqués, un nylon 16 centièmes posé sur l'eau versus une soie WF3 avec du maxima, du coup 45, 40, 35, enfin tout le merdier habituel, je pense que toutes les truites de France et de Navarre, elles connaissent le diamètre de votre balle-ligne par cœur. Donc du coup, je gagne dans une discrétion qui est incroyable, parce que là, c'est quasiment l'homme invisible, quoi. Tu fais la dérive sur le poisson, tu as juste du 16 centièmes au-dessus de l'eau, là, c'est l'homme invisible, quoi. Donc il y a ça. Et puis, il y a aussi le problème des micro-dragages, qu'en fait, il y a beau dire ce qu'on veut, mais quand on fait le grand cador et qu'on pêche une truite à 20 mètres en distance en fouettant avec la soie posée sur l'eau sur un lisse, le truc c'est que la soie posée elle induit des micro-dragages. Je ne sais pas si vous imaginez, allez on va prendre un lisse classique sur l'Ain à Champagnole, un énorme lisse, vous pêchez une truite qui est à 20 mètres et vous avez étalé sur l'eau, donc on va dire 10 mètres de soie plus 5-6 mètres de bas de ligne. Votre soie, elle fait 3 mm d'épaisseur et votre bas de ligne, il commence en, 45 centièmes. Tout un gros truc en maxima brun bien visible avec des nœuds dessus. Vous prenez les truites pour des codes en 2022, vous pensez pas vraiment que ça aide pas trop de faire ça? Alors je dis pas, je vous fais la pub de Cédric Nolin qui pêche comme ça, c'est une chose. Mais moi j'essaye d'explorer en fait des voies différentes où on peut à la fois simplifier les choses, mais aussi optimiser certains problèmes qui sont posés par la soie. Donc moi, là, je vous dis, je suis l'homme invisible. 16 centièmes posés sur l'eau, je vous ferai des lancers en proxy, voilà, vous allez voir, il n'y a rien de posé sur l'eau, vous ne pouvez pas faire pire. 16 centièmes posés sur l'eau, 10 centièmes la pointe, voilà. Le seul vrai problème, et je vous l'accorde, c'est que dans cette méthode de pêche en proxy, on manque de discrétion. Quand on arrive sur une gravière, effectivement, il faut un peu se cacher, être un peu à genoux, c'est plus une pêche de héron. Alors à l'arbalète, moins, mais effectivement, il faut savoir un peu se cacher parce que vous ne pouvez pas allonger. Mais cela dit, une 11 pieds qui fait 3,33 m, si je ne dis pas de conneries, plus 4-5 mètres de fil sorti que vous pouvez éjecter comme ça en proxy, putain les gars, ça fait pêcher à 9 mètres de soie. À 9 mètres du moucheur, c'est encore pas trop mal. Par contre, le bémol, je pense que vous l'avez compris, enfin le très bon bémol, c'est que c'est une méthode qui est mortelle pour les ombres. Là, la pêche en proxy, comme je vous la présente, en fouettant comme ça sur les gravières, alors beaucoup appelleront ça du matraquage d'ombre. Après, moi, je ne fais pas partie des discours hypocrites à l'heure actuelle. On veut tous prendre un maximum de poissons, je ne vais même pas rentrer dans le débat. Et on peut très bien matraquer les ombres avec une soie. Mais effectivement, cette méthode, sur les ombres ou les arcs-en-ciel en place dans les courants, c'est la méthode reine, quoi, parce que vous pouvez les approcher très proches, et là du coup votre soie elle vous sert à rien, quoi. Clairement, si vous voulez matraquer un ombre, ce qu'on fait tous, on va pas se mentir, parce que les ombres sont en place, il n'y a pas mieux que la méthode là, parce qu'en fait votre soie elle vous fait chier, vous pouvez vous approcher au maximum d'un ombre. Un ombre, vous pouvez être à 3 mètres de lui et le pêcher sous la canne. Pourquoi vous emmerder avec une soie? Voilà. Je ne veux pas faire des trucs de réactionnaire, je m'en fous d'être réactionnaire, je veux juste simplifier les choses et vous montrer qu'il y a des autres voies possibles que ce qui est dicté par la doxa de tu pêcheras avec une soie, telle marque de waders, telle marque de moulinet et telle marque de nylon. Il faut agrandir votre vision de la chose et essayer de voir si ça ne vous plairait pas plus de minimaliser votre matériel. Voilà. En attendant, moi je m'éclate comme ça et je le partage avec vous. Donc voilà, deux types de lancers. L'arbalète, et puis putain c'est bandant une arbalète quand même. Enfin, jeu de mots en plus, tiens, ça tombe bien. C'est vraiment bandant une arbalète. Quand tu as une truite qui arrive en patrouille, comme ça, à 5 mètres de toi, qu'elle arrive sur ton chemin, que tu lui places une arbalète, exactement comme ça, tu es là, tu lui mets ta petite orange spot, attendez, je vais démêler mon truc, putain, tu lui places ta petite orange spot, paf, c'est bien posé dans la dérive, et là tu fais que regarder le comportement du poisson et que tu ferres. Putain, la truite, elle est à 8 mètres de toi, tu lui mets un gros ferrage dans la gueule, c'est quand même bandant, excusez-moi du terme. Donc la pêche en l'arbalète, moi je trouve, elle a toutes ses lettres de noblesse, quoi. Et en proxy, c'est pas mal aussi, vous allez voir, c'est aussi intéressant. Voilà, donc avec pas mal de lancers répétitifs, mais en attendant, deux styles de lancer, donc c'est très simple, soit à l'arbalète, soit en proxy. Et le lancer proxy, ce sera plus effectivement en rentrant dans l'eau sur des belles gravières. Pourquoi pas?
Voilà, au moins vous avez compris, je pense, les deux styles de lancer qu'on va utiliser, qu'on va voir en cours de pêche. Et je crois qu'on a fait le tour pour les lancer. De toute façon, on va avoir tout ça en action de pêche après. On va passer à la partie, ma préférée, sur qu'est-ce que ma boîte de mouches a dans le ventre et pourquoi j'ai sélectionné ces mouches avant d'aller au bord de l'eau. On va parler théoriquement de pourquoi. Et puis aussi le pourquoi pas. Ah, pourquoi j'ai pas pris des céramiques tungstène? Je vais vous expliquer ça. Allez, je clappe ma boîte, clap, et on arrive tout de suite pour la partie sur l'explication de cette boîte de nymphes journalière pour ma journée de pêche en nymphe à vue sur cette sublime rivière qui me tend les bras. Alors, ma partie préférée. On va plonger dans ma sélection journalière de mouches pour vous dire pourquoi j'ai sélectionné mes nymphes avant d'aller sur cette rivière. Donc, paf, voilà la sélection. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le profil de cette rivière est le suivant. C'est une rivière de taille moyenne qui varie entre 5 et 20 mètres de largeur. Elle est ni trop petite ni trop grande. C'est une rivière où il y a une alternance de coups avec des gravières, des talus à arbaléter. Vous voyez que c'est une eau claire sur un fond moyennement sombre. Et ce n'est pas une rivière classique de pêche à vue calcaire très lumineuse. C'est des fonds un peu sombres avec pas mal de poissons de remise. Je ne vous le cache pas, c'est une rivière où il y a beaucoup de poissons de remise, mais l'important c'est qu'on pratique la gamme de nymphes. Donc surtout, pourquoi j'ai choisi cette sélection? Donc déjà, pourquoi vous voyez un maximum de petites Pheasant-tail noires ici? L'idée c'est qu'on est déjà à l'étiage, on est mi-mai, fin mai, ça manque d'eau grave. La rivière est quand même bien, elle est à l'ombre, donc petit, léger, discret. C'est la tonalité de cette boîte. Petit, léger, discret, c'est mon truc que j'ai au maximum. Donc ça va couler tout pépéron. C'est mes petites PB1 de la collection Nymphes Evolution. Petite Pheasant-tail noire, billes noires, un peu mat. Lestage 1,5 laiton. Ça coule tout pépère sous la surface. On ne sait jamais sur les bordures, ça va être ça l'idée de base. Après, j'ai CB1, CB2, CB3. Donc mes classiques de céramique qui pour le coup coulent très vite, mais qui ne sont pas non plus les céramiques tungstène. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas pris des céramiques tungstène. C'est une rivière moyenne, petite, à l'étiage, avec des très faibles colonnes d'eau. Mes céramiques tungstène ne me serviront à rien du tout. Elles servent à pêcher les courants très agités en infophile que vous connaissez dans les méthodes classiques. Par contre, j'ai quand même pris quelques boulets. On ne sait jamais, il faut toujours avoir des boulets sur soi. Et j'ai quand même pris quelques boulets orange au cas où je vois quelque chose au fond d'un gros trou, une grosse arc ou une grosse fario qui est calée au fond d'un trou où il va falloir descendre la profondeur. Mais j'ai pas pris 7 gradients de boulets parce que j'ai déjà tous des gradients de nymphes là, moyenne légère, qui sont adaptés à cette condition d'étiage. Si la rivière avait été à l'ouverture avec des eaux fortes, teintées, et du coup j'aurais pas pêché en nymphe à vue. Puis si c'est plus à l'étiage que ça, c'est même plus trop rigolo à pêcher parce qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière. Mais bon, bref. Mais une fois de plus, si je vais pêcher en Slovénie, en Autriche ou au Colorado, ma boîte journalière sera totalement différente. Donc continuons. Après, j'ai ma PO1, PO2, PO3, mes 3 lestages classiques de la collection Nymphes Evolution en orange pot. Moi personnellement, j'adore l'orange pot. Je ne peux pas vous dire pourquoi, j'adore ça. J'adore avoir de la visibilité quand je pêche en nymphe à vue. Et vous avez remarqué que je n'ai pas de nymphe cuivre. Quand je pêche en nymphe à vue, les cuivres, j'en ai rien à fiche parce que je veux 2 gradients forts de visibilité. Soit du noir très très discret ou soit de l'orange très visible. Et en fait, je ne m'emmerde pas après à aller dans un 3e gradient. Moi, si le poisson refuse 2 gradients de couleur, je ne parle pas de la forme de mouche, je passe mon chemin, quoi. Franchement, je ne suis pas le genre de mec qui essaye 15 nymphes sur un poisson. Je ne passe pas ma boîte de mouche dessus. 2 gradients de couleur, soit du noir discret ou soit de l'orange. Et du coup, l'orange est lesté tungstène parce que dans les profondeurs, de toute façon, il me faut de la visibilité. Moi, j'arrive pas à faire dériver une nymphe dans 3 mètres d'eau sans la voir. Voilà, je ne suis pas le pro de la nymphe à vue. Il y a des gens qui arrivent. En tout cas, moi, il faut que je la voie un peu où elle arrive pour la placer dans la gueule du poisson. Donc, on continue. Les PB1, céramique plomb-peint classique, les moutardes, grand classique. Mes PO1, PO2, PO3, ma gamme d'orange pot en tungstène. Et puis, des petites saloperies bonus que j'ai en série limitée qui se sont révélées comme des très bonnes nymphes de nymphes à vue, ce que j'appelle les petites crèmes. Donc, une imitation de peau de chamois synthétique avec des perles, avec un petit dubbing. Et puis, j'en ai de la très discrète ou de la visible avec du cuivre. Donc, je me suis mis à les aimer, les nymphes là en nymphes à vue, parce qu'elles coulent moyennement en fait.
Elle coule plus vite que mes PB1 qui sont vraiment légères en laiton et elle coule moins vite que mes céramiques ou que mes tungstènes. Donc c'est un bon lestage intermédiaire. Vous voyez, je sais déjà comment mes nymphes vont couler dans la rivière. Et tout ça sur du 10 centièmes. Et on passe sur le volet sublime, mes gamarres. Donc autant en pêche à l'indicateur, le gamard est pas trop mal en sauteuse dans certains endroits, mais effectivement il n'y en a pas dans toutes les rivières, mais il y a quand même bon, 80% des rivières sur Terre qui ont des gamarres. Et du coup, je ne me suis pas emmerdé ici à prendre des trucs roses et saumon qui sont un peu des couleurs un peu faux-folles parce que je suis sur des poissons classiques à laitiage. Donc je reste sur mes classiques olive, caramel, brun. Pourquoi il y a du blanc, me direz-vous? Alors c'est pas très joli comme explication, mais c'est assez réaliste. La plupart des rivières de France ont des tuyaux avec un peu des égouts qui sortent de temps en temps. Et le gamard blanc, il imite quand même un peu un bout de PQ, un bout de papier, des choses comme ça, que les truites mangent. Et amis moucheurs, si on a des si grosses truites dans nos rivières, c'est aussi parce qu'on a de la pollution organique, malheureusement, c'est la vérité. Pas parce qu'on a des pesticides, c'est totalement différent. Donc le gamard blanc, bah, il fait quand même son boulot en nymphe à vue. Je dis pas que je pêche derrière les égouts, mais voilà, quand vous voyez un tuyau d'égout, même qui pisse pas, des truites peuvent être habituées. Et pourquoi pas le gamard blanc dans ce cas-là? C'est un truc qui peut servir. L'olive en général, gamard d'herbier, le caramel, gamard de gravière, et puis le brun, gamard de débris, de branches en bois, voilà, plutôt de ce couleur brun. Mais en fonction des rivières et de l'époque, sur une rivière très colmatée, on peut avoir des gamards de gravière qui sont bruns. Donc le gamard, c'est une science infinie. Et toujours pareil, deux lestages de gamard, parce que le taille 10 coule plus vite que le taille 14. Mais en tout cas, là, c'est gamard en nymphe à vue, c'est du pain béni, parce que vous avez vraiment des nymphes légères, translucides. Je ne vous refais pas le laïus sur les gamards, je pense que j'en ai assez parlé, vous irez voir les précédentes vidéos. En attendant, je suis équipé niveau gamard avec 4 coloris en taille 14, 4 coloris en taille 10 sur du Tiemco.tp. Là, même moi, je la boufferai la boîte, quoi. Donc, et puis pour finir, je vous l'ai dit, des petits trucs exceptionnels, quelques boulets, on ne sait jamais, grosse céramique CO3. Si je vois un gros poisson, enfin, ou un poisson normal au fond, où il y a besoin de profondeur, ce qui m'étonnerait sur cette rivière, mais bon, on ne sait jamais. J'ai toujours pris des boulets au cas où. Et puis nymphe de mai, bah parce qu'on est en pleine période de nymphe de mai, et c'est un peu ma spécialité, les belles nymphes de mai comme ça, qui coulent très doucement, très duveteuses, très belles. Donc on peut tomber sur une éclosion de mouches de mai avec des poissons qui sont attablés nymphes de mai. Et là, pour le coup, c'est vraiment le seul cas exceptionnel qui m'intéresse parce que c'est là que les très très grosses truites sortent, quoi. Donc maintenant vous avez vu tout le panel de ma collection de mouches et vous pouvez voir que sans parler des modèles, j'ai déjà bien en tête les lestages, quoi. Si je vois cette petite PB1 noire, wow, ça va être une petite plage de sable tranquillou où la truite elle est dans rien d'eau, où ça coule tout pépère. Mes céramiques plompins, ça va plutôt être dans les gravières, des poissons qui sont en plein courant où il faut que ça coule. Ma Feuzentail orange tungstène, elle a une vitesse de coulage qui est entre celle-là et celle-là. Et du coup, bah, je vais l'utiliser dans pas mal d'endroits intermédiaires pour le coup. Et puis j'ai 3 gradients à chaque fois. Donc je connais mes lestages. Sachant qu'une PO1, ça pêche dans beaucoup de cas. C'est vraiment une petite nymphe orange spot. Les PO1 sur hameçon 18, bi 1.5. Ça c'est vraiment... Non, bi 2.2, excusez-moi. Bi 2.2 tungstène. Ça c'est vraiment un grand classique en nymphe à vue. Et les gars, on pêche relativement petit en nymphe à vue. Mes nymphes de base ici, ça va être ça, ça, ça. Ça au pire des cas, les gamards là, mais je ne vais pas beaucoup aller dans le gros. Je ne vais pas pêcher tout le temps du gros. C'est pas forcément l'idée de pêcher gros en routine, surtout à l'étiage. Après, sur un malentendu, si je vois une truite énorme qui est en train de se goinfrer de gamards, bah, c'est clair que je vais plutôt l'attaquer avec un gamard en hameçon de 10 plutôt qu'avec un tout petit gamard. Voilà pour la collection de mouches, je vous ai tout dit. Maintenant, on va passer à la partie sur tous les spots de cette rivière et on va aller au bord de l'eau, se mettre en action de pêche pour voir ce que cette boîte de nymphes fait là dans le ventre.